L'instant où vous découvrez que tout votre mariage est construit sur des mensonges, c'est comme mourir tout en continuant à respirer. Je m'appelle Noisette Whitaker, j'ai 79 ans maintenant, mais en 1973, j'étais juste une mère de 3 enfants, de 27 ans, vivant ce que je croyais être le rêve français, dans une petite ville appelée Ruisseau-des-Prés, dans le Gard. Avant de partager mon histoire avec vous aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez un moment pour vous abonner à cette chaîne et mettre un pouce bleu à cette vidéo. Cela signifierait le monde pour moi. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez maintenant. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Il y a toutes ces années, j'ai gardé cette histoire près de mon cœur. Pendant des décennies, mais certaines histoires doivent être racontées, peu importe combien elles font mal, peut être que cela aidera quelqu'un d'autre à savoir qu'il n'est pas seul dans son heure la plus sombre. C'est ce dont j'avais besoin à l'époque, savoir que je n'étais pas seule. C'était début juin et la chaleur s'était déjà installée sur notre ville comme une couverture lourde. Le genre de chaleur sèche qui fait scintiller l'horizon et chanter les cigales plus fort que d'habitude. Notre modeste maison de style provençal sur l'avenue des Cyprès était ma fierté et ma joie. Jacques l'avait acheté pour nous. Quand il a été promu à la compagnie minière 5 ans plus tôt, elle avait une véranda couverte où je m'asseyais le soir pendant que les enfants jouaient dans la cour et une cuisine avec ses appareils jaunes à la mode que toutes les femmes de mon quartier enviaient. Jacques et moi nous sommes rencontrés après son retour du service militaire. Il était si beau dans son uniforme, avec ses yeux bleus aimables, qui semblaient voir directement mon âme. Nous nous sommes mariés dans les 6 mois et je pensais être la femme la plus chanceuse du monde. Notre premier enfant, David, est arrivé 1 an plus tard, en 1967, puis Sarah en 1969 et enfin notre petite Rebecca en 1971. Nous étions cette famille parfaite, comme dans les publicités de magazines. Jacques avec son emploi stable, moi tenant une belle maison et nos 3 enfants sains et magnifiques. Ce mardi matin était comme tous les autres. Jacques m'a embrassé pour dire au revoir, a ajusté sa cravate et est parti au travail avec sa mallette à la main. Il a mentionné devoir voyager à Nîmes pour quelques jours pour faire quelque chose à propos d'un nouveau contrat d'équipement minier. Ces voyages étaient devenus plus fréquents au cours de la dernière année, environ, mais je ne les ai jamais questionnés. Jacques était un pourvoyeur, travaillant toujours dur pour notre famille. C'est ce que faisaient les maris à l'époque. J'ai passé la matinée à nettoyer la maison et à préparer un gratin pour le repas partagé de l'église. Ce soir-là, avec Jacques absent, j'ai pensé saisir l'occasion pour trier son placard et donner certains de ses costumes plus anciens à la collecte de charité de l'église. C'est là que j'ai trouvé le reçu. Il était glissé dans la poche de sa veste en tweed. Un reçu de la bijouterie Sanderson à Arles, daté de seulement 2 semaines plus tôt, pour un bracelet de femme avec un pendentif en forme de cœur. Mon anniversaire était 3 mois plus tôt et notre anniversaire de mariage n'était pas avant 5 mois. Je restais là, serrant ce petit bout de papier, essayant de me convaincre qu'il y avait une explication innocente. Peu être était-ce pour sa mère
ou sa secrétaire en guise de cadeau de remerciement. Mais au fond, une voix que je ne voulais pas entendre murmurait que quelque chose n'allait pas. J'ai remis le reçu en place et essayé de l'oublier, mais au cours des jours suivants, d'autres petites choses que j'avais ignorées ont commencé à refaire surface dans ma mémoire. Les appels téléphoniques tard le soir, qu'il prenait dans son bureau avec la porte fermée, la nouvelle eau de Cologne qu'il avait commencé à porter, la manière dont il semblait distrait au dîner, me demandant souvent de répéter ce que je venais de dire. Quand Jacques est revenu de son voyage, je l'ai observé de près. Il a apporté des souvenirs pour les enfants, comme toujours un petit cheval en bois sculpté pour David, une barrette turquoise pour Sarah et une petite poupée de chiffon pour Rebecca. Ils semblaient le même père et mari, aimant qu'il avait toujours été, mais maintenant je remarquais des choses comme la façon dont il vérifiait sa montre plus souvent que d'habitude et comment ces histoires sur les réunions d'affaires avaient moins de détails qu'avant. Une semaine plus tard, il a annoncé un autre voyage à Nîmes. Cette fois, quelque chose en moi s'est brisé. J'avais besoin de connaître la vérité. Après avoir déposé les enfants à l'école le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je suis allée au bureau de la compagnie minière. Je me suis dit que j'allais juste surprendre Jacques avec un déjeuner avant son voyage. La réceptionniste, une jeune femme nommée Béatrice, qui avait assisté à notre fête de Noël l'année dernière, a semblé surprise de me voir. Madame Whittaker, quelle belle surprise, a-t-elle dite. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. J'espérais attraper Jacques avant qu'il ne parte pour Nîmes, ai-je dit, essayant de sembler désinvolte. Une lueur de confusion a traversé son visage. Monsieur Whittaker n'a aucun voyage d'affaires prévu cette semaine. Madame Whittaker, le sol semblait basculer sous mes pieds. Il doit y avoir une erreur, ai-je réussi à dire. Il a mentionné une réunion à Nîmes aujourd'hui. Béatrice a jeté un regard nerveux à la porte du bureau derrière elle. Je suis désolée. Madame Whittaker, mais Monsieur Whittaker a appelé ce matin disant qu'il travaillait de chez lui aujourd'hui à cause de quelques documents qu'il devait finaliser. Je l'ai remercié et suis partie rapidement, mon visage brûlant d'embarras et un sentiment croissant d'effroi. Jacques avait menti, il n'était pas au travail et il n'était pas à la maison. Alors, où était-il? Je suis rentrée chez moi dans un état second, mon esprit bouillonnant de possibilités, chacune pire que la précédente. En arrivant dans notre allée, j'ai remarqué que la voiture de Jacques était en effet absente. Il était parti tôt ce matin, m'embrassant pour dire au revoir, me disant qu'il appellerait de Nîmes ce soir-là. Avec des mains tremblantes, je suis allée dans notre chambre et ouvert le tiroir de sa table de nuit. J'ai trouvé son carnet d'adresses et l'ai feuilleté sans savoir ce que je cherchais, jusqu'à ce que je le voie. Une adresse à Arles, écrite de son écriture soignée, sous les initiales VM, avec un numéro de téléphone à côté, pas d'explication, juste une adresse que je n'avais jamais vue auparavant. Arles était à seulement 1 heure de route. Avant de pouvoir me dissuader, j'ai appelé ma voisine
à Alice et lui ai demandé si elle pouvait récupérer les enfants à l'école et les garder jusqu'au dîner. Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous chez le médecin, que j'avais oublié un autre mensonge à ajouter à la pile croissante de tromperies qui semblait engloutir ma vie. La route jusqu'à Arles était floue. Je répétais des confrontations dans ma tête, imaginant des scénarios où Jacques avait une explication parfaitement raisonnable pour tout. Peut être était-ce une surprise qu'il planifiait, peut être un contact d'affaires qu'il n'avait pas mentionné, peut être, peut être, peut être. Mais le nœud dans mon estomac se resserrait à chaque kilomètre. J'ai trouvé l'adresse assez facilement. Une charmante maison de style provençal avec des bordures bleues vives et des bacs à fleurs aux fenêtres. C'était dans un joli quartier, le genre où vivent les jeunes familles. Je me suis garée de l'autre côté de la rue, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait casser mes côtes. J'ai pas eu à attendre longtemps. Juste après midi, une voiture familière s'est arrêtée dans l'allée, la Peugeot Jack. Je me suis enfoncée dans mon siège, regardant mon mari, le père de mes enfants, marcher jusqu'à cette porte d'entrée avec un bouquet de fleurs à la main. Il n'a pas frappé. Il avait une clé. La porte s'est ouverte et une femme est apparue. Elle était plus jeune que moi, peut être de 5 ou 6 ans, avec des cheveux noirs tombant en vagues. Sur ses épaules, elle portait une jolie robe fleurie qui mettait en valeur sa silhouette. Une silhouette qui indiquait clairement qu'elle attendait un bébé. Elle a jeté ses bras autour du cou de Jacques et l'a embrassé. Pas un petit bisou amical, mais le baiser d'une amante, d'une épouse. Mon mari a rendu le baiser avec une passion égale, sa main reposant sur son ventre gonflé, avec une tendresse que je reconnaissais trop bien. Ce qui s'est passé ensuite était encore pire. Un petit garçon, pas plus de 3 ans, est accouru à la porte criante. « Papa, papa !» Jacques l'a soulevé et l'a tenu en l'air. Tous deux riant. Le petit garçon avait les yeux de Jacques, mon Jacques, l'homme autour duquel j'avais construit toute ma vie. J'ai dû faire un bruit, un hoquet ou un cri, parce que soudain, Jacques a regardé dans ma direction. Nos yeux se sont rencontrés à travers la rue et j'ai vu son visage se vider de toutes couleurs. Pendant un long moment suspendu, nous nous sommes regardés, moi dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, lui debout sur ce seuil avec son autre famille. Je n'ai pas attendu de voir ce qui se passerait ensuite. J'ai démarré la voiture et suis partie, les larmes m'aveuglant. J'ai dû m'arrêter 2 fois pour être malade sur le bord de la route. Mon esprit ne pouvait pas assimiler ce que j'avais vu. Jacques avait une autre maison, une autre femme, qui était clairement sa femme à tous égards, un fils qu'il appelait papa, un autre bébé en route. Depuis combien de temps cela durait-il? Des années. Évidemment, vu l'âge du petit garçon, je suis rentrée à Ruisseau-des-Prés dans un état de choc. En arrivant chez moi, j'ai mécaniquement commencé à préparer le dîner, comme si suivre la routine de la vie normale pouvait rendre ce que j'avais vu moins réel. J'ai récupéré les enfants chez Alice, les ai aidés avec leurs devoirs, écouté leurs histoires sur l'école, tout en me sentant comme sous l'eau, sans étouffer. Mouvement lent et onirique.
Quand le téléphone a sonné à 18h, je savais que c'était Jacques. J'ai laissé sonner 5 fois avant de répondre Noisette, a-t-elle dit? Et je pouvais entendre la panique dans sa voix. Nous devons parler vraiment. Ma propre voix semblait étrange à mes oreilles. Calme et détachée, je peux expliquer. A-t-il dit? Peux-tu expliquer le petit garçon qui t'appelle papa? Ai-je demandé, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester calme. Peux-tu expliquer la femme enceinte, la maison que tu payes clairement, les années de mensonges? Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Puis, Noisette, s'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison. Nous devrions parler de ça face à face. Il n'y a rien à discuter. Et je dis, ne rentre pas ce soir. Jacques, je ne peux pas te regarder maintenant. Et après avoir raccroché, je suis restée assise à la table de la cuisine pendant longtemps, regardant dans le vide. Les enfants étaient dans le salon, regardant la télévision, leur rire innocent dérivant occasionnellement à travers la maison. Ils n'avaient aucune idée que leur monde allait changer pour toujours. Comment leur dirais-je? Que dirais-je? Que leur père avait une autre famille, que tout ce que nous pensions savoir de nos vies était un mensonge. Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants avec des histoires et des baisers, comme si c'était un soir comme les autres, je me suis enfin autorisée à m'effondrer. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain avec une serviette pressée contre ma bouche pour étouffer mes sanglots. J'ai pleuré pour le mariage que je pensais avoir. J'ai pleuré pour mes enfants qui adoraient leur père. J'ai pleuré pour la femme que j'avais été ce matin-là, confiante, en sécurité dans sa place dans le monde. Et oui, j'ai même pleuré pour la femme à Arles, qui pourrait être tout aussi trompée que je l'avais été. Le matin venu, les larmes étaient parties, remplacées par une froide détermination. Je savais pas ce que l'avenir réservait, mais je savais que je ne pouvais pas rester dans cette maison, dans cette ville, attendant que Jacques choisisse entre ces deux familles. Je devais faire un choix pour moi-même et mes enfants, un choix pour partir avec la dignité qu'il me restait. Vous ne comprenez vraiment votre propre force que lorsqu'être forte est le seul choix qui vous reste. Cette nuit-là, après avoir découvert la vie secrète de Jacques, je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis allongée à côté de lui dans notre lit, le même lit que nous avions partagé pendant 9 ans, écoutant sa respiration, étudiant le visage d'un homme que je réalisais soudain être un parfait étranger pour moi. Il était rentré tard ce soir-là, sentant l'eau de Cologne et les excuses. Il prétendait que ses affaires à Nîmes s'étaient terminées tôt, alors il avait décidé de nous surprendre en rentrant. Les enfants étaient ravis. Bien sûr, il l'avait plaqué à la porte avec des câlins et des histoires enthousiastes sur leur journée. Je les regardais avec eux, si aimante, si attentif. Et je me demandais comment un homme pouvait compartimenter sa vie si complètement. Comment pouvait-il être un père dévoué à nos enfants tout en ayant un autre enfant à travers la ville qu'il appelait aussi papa? Tout au long du dîner, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai souri au bon moment, hoché la tête quand il le fallait, même ri à ses blagues. Mais à l'intérieur, je mourais. Chaque regard, chaque geste semblait maintenant calculer, chaque mot
potentiellement un autre mensonge, qui était cet homme assis en face de moi, coupant son gratin en carrés parfaits, comme il le faisait toujours. Y avait-il quelque chose de réel dans notre vie ensemble? Après que les enfants étaient couchés, il s'est approché de moi dans la cuisine. J'étais en train de faire la vaisselle, mes mains plongées dans l'eau savonneuse, essayant de me stabiliser avec la routine familière. Noisette, attelle doucement. Nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai gardé les yeux sur l'assiette que je frottais. Vraiment, je pense que j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. C'est pas ce que tu penses, a-t-il commencé, mais je l'ai coupé avec un rire dur. Vraiment, Jacques, c'est pas ce que je pense. Je t'ai vu avec une autre femme. En Zente, pourrais-je ajouter, et un petit garçon qui est clairement le tien, qu'est-ce que précisément? Je comprends mal. Il a soupiré, passant sa main dans ses cheveux, comme il le faisait quand il était stressé, Valérie et moi. C'est compliqué, Valérie, ai-je répété. VM dans ton carnet d'adresses. Au moins, je connais son nom maintenant. Je ne répéterai pas toute la conversation qui a suivi. Certaines mots, une fois prononcées, laissent des blessures trop profondes pour y revenir. En résumé, Jacques avait rencontré Valérie Martinez lors d'un voyage d'affaires à Arles il y a 5 ans. Ce qui avait commencé comme une brève liaison s'était transformé en quelque chose de plus quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Au lieu de mettre fin aux choses, au lieu de tout avouer, Jacques avait décidé de maintenir 2 vies séparées, 2 femmes qui croyaient être sa femme, 2 familles qui dépendaient de lui. Je vous aime toutes les 2, a-t-il eu l'audace de dire. Je ne pouvais pas supporter de blesser l'une ou l'autre d'entre vous. Alors, à la place, tu as construit un fondement de mensonges. Ai-je répondu, ma voix étonnamment calme, malgré la tempête qui faisait rage en moi. Et maintenant, 3 enfants innocents, bientôt 4, paieront le prix de ton égoïsme. Il a essayé de toucher mon bras, mais j'ai reculé comme brûlé. Ne fais pas ça, l'ai-je averti. Ne t'avise pas de me toucher. Cette nuit-là, comme je l'ai mentionné, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond, faisant des calculs. Jacques avait soutenu 2 foyers pendant des années. Pas étonnant que l'argent ait toujours été serré. Malgré sa bonne position à la compagnie minière, pas étonnant qu'il travaillait toujours tard, voyageait toujours. Les pièces s'assemblaient avec une clarté écœurante. Au matin, je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas rester à Ruisseau-des-Prés, pas avec le scandale inévitable qui éclaterait une fois la vérité révélée. Les petites villes se nourrissent de tragédies et de scandales. Ce serait tout ce dont on parlerait pendant des années. Pauvre Noisette Whittaker, as-tu entendu que son mari avait toute une autre famille à Arles? Peux-tu imaginer je ne pouvais pas soumettre mes enfants à ce genre de cruauté murmurée. David était déjà un garçon sensible à 6 ans. Sarah, à 4 ans, développait juste sa confiance en elle. Et la petite Rebecca, à peine 2 ans, ne comprendrait pas pourquoi les gens regardaient sa mère avec pitié dans les yeux. J'avais une tante, la sœur de ma mère, Ruth, qui vivait à Aix-en-Provence. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais elle m'avait toujours dit de venir la voir à tout moment. À tout moment était maintenant
après que Jacques est parti au travail. J'ai appelé tante Ruth, depuis le téléphone de la cuisine, tordant le cordon autour de mon doigt nerveusement pendant que ça sonnait. Tante Ruth. Et je dis, quand elle a répondu, c'est Noisette, j'ai besoin d'un endroit où rester un moment, moi et les enfants. Il y a eu une pause, Noisette, ma chérie, que s'est-il passé? Je ne pouvais pas me résoudre à expliquer par téléphone. Je te dirai tout quand je te verrai, mais nous devons partir aujourd'hui. Est-ce qui? Est-ce qui? Ça va. Une autre pause, plus longue, cette fois, puis, bien sûr, tiens, va, vous êtes de la famille. Ces 4 mots, vous êtes de la famille, m'ont presque brisé sur place. La vraie famille ne vous ment pas pendant des années. La vraie famille ne vous trahit pas de la manière la plus fondamentale possible. J'ai raccroché et me suis mise en action. J'ai retiré la moitié de l'argent de notre compte d'épargne commun à la banque. Ma juste part après 9 ans de mariage, ai-je raisonné. Puis je suis rentrée à la maison et emballé seulement ce qui rentrerait dans notre break: vêtements, quelques jouets, albums, photos. Bien que j'ai laissé toutes les photos de Jacques et le service à thé en argent de ma grand-mère, le seul objet de valeur que j'avais hérité, j'ai récupéré les enfants tôt à l'école et la voisine qui gardait Rebecca, leur disant que nous partions pour une surprise, rendre visite à une grand-tante dont ils se souvenaient à peine. David, toujours perspicace, a demandé pour papa. Papa doit travailler. Et je dis, le mensonge jamais sur ma langue. Il sait que nous partons. J'ai laissé une note pour Jacques sur la table de la cuisine. C'était pas éloque, ni particulièrement perspicace. Il disait simplement: je ne peux pas partager un mari, ne cherche pas à nous trouver. Les enfants méritent mieux qu'un père à temps partiel. Le trajet jusqu'à Aix-en-Provence était long et épuisant avec 3 jeunes enfants. Rebecca a pleuré pendant la majeure partie de la première heure, ne comprenant pas pourquoi nous quittions la maison. Sarah ne cessait de demander quand nous reviendrions. Seul David restait silencieux. Regardant par la fenêtre le paysage provençal qui défilait, me jetant occasionnellement des regards avec des questions dans les yeux que j'étais pas prête à répondre. Nous nous sommes arrêtés dans un motel à Avignon pour la nuit, alors que les enfants dormaient enfin, épuisés par le bouleversement de la journée. Je me suis assise au bord de la baignoire dans la salle de bain exiguë du motel et me suis autorisée à pleurer pour la première fois, pas des larmes délicates, mais des sanglots déchirants que j'ai étouffés avec une serviette pour que les enfants n'entendent pas. Quel genre de femme ne réalise pas que son mari a une autre famille? Comment avais-je pu être si aveugle, si confiante, si stupide? Les signes étaient là, les voyages d'affaires, les nuits tardives, les dépenses inexpliquées. Je les avais tous ignorés parce que je voulais croire en la vie que nous avions construite ensemble, mais m'attarder sur mes échecs n'aiderait pas mes enfants. Ils avaient besoin que je sois forte, que je crée une nouvelle vie pour nous. Alors, j'ai séché mes larmes, aspergé mon visage d'eau froide et me suis fait une promesse: je ne laisserai plus jamais mon bonheur dépendre d'un homme. Je deviendrai le genre de femme que mes filles pourraient admirer, indépendante,
résiliente et entière par elle-même. Nous sommes arrivés chez Tante Ruth dans son modeste bungalow l'après-midi suivant. Son quartier à Aix-en-Provence n'avait rien à voir avec notre quartier à Ruisseau-des-Prés. Les maisons étaient plus petites, plus proches les unes des autres, avec un aménagement paysager méditerranéen au lieu de pelouse verte. Mais il y avait quelque chose d'honnête dans cet endroit, sans prétention, sans apparence à maintenir. Tante Ruth nous a accueillis à bras ouverts et sans poser de questions, du moins pas devant les enfants. Elle avait préparé sa chambre d'amis pour nous, avec un lit double pour moi et Rebecca, et des sacs de couchage au sol pour David et Sarah. C'était exigu, mais propre. Et surtout, c'était sûr. Ce soir-là, après que les enfants étaient endormis, je me suis assise avec Tante Ruth à sa table de cuisine, tenant une tasse de café qui avait depuis longtemps refroidi. Je lui ai tout raconté, trouver le reçu, suivre Jacques à Arles, découvrir Valérie et leur fils. La pire partie, oh, y a confessé, c'est que je l'aime encore, n'est-ce pas, pathétique. Après tout ce qu'il a fait, une partie de moi aime encore l'homme que je pensais qu'il était. Tante Ruth a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Sa peau était burinée par des années de travail dans son jardin sous le soleil provençal, mais sa poigne était forte. Ça ne te rend pas pathétique. Noisette, sati mine. Tu as donné ton cœur à cet homme pendant 9 ans. Ses sentiments ne disparaissent pas du jour au lendemain. Que vais-je faire? Et je chuchotais. J'ai 3 enfants, pas de travail, pas de maison à moi. J'ai abandonné l'université pour épouser Jacques. Je n'ai aucune compétence réelle. Elle a serré ma main. Maintenant, écoute-moi. Tu es plus forte que tu ne le sais. Tu as eu le courage de partir, de protéger tes enfants d'une vie dans une maison construite sur des mensonges. Ce genre de force ne vient pas de nulle part. Mais, pas de mais, m'a-t-elle interrompu fermement. Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire pour prendre tes marques, trouver tes prochains pas et quand tu seras prête, je t'aiderai à trouver du travail. Quoi. J'ai dormi cette nuit-là, vraiment dormi. Pour la première fois depuis que j'avais découvert la trahison de Jacques, c'était pas que ma douleur avait diminué ou que mes peurs pour l'avenir avaient disparu, mais quelque chose que Tante Ruth avait dit, avait résonné en moi. J'avais trouvé le courage de partir. Ce genre de force ne vient pas de nulle part. La première semaine à Aix-en-Provence fut un tourbillon d'explications à mes enfants confus sur pourquoi nous ne rentrions pas à la maison, les aidant à s'adapter, à partager une petite chambre et essayant de comprendre ce qui venait ensuite. J'évitais les appels quotidiens de Jacques à la maison de Tante Ruth, bien qu'elle me dise qu'il semblait désespéré, plaidant pour que je lui parle. Il a fait son choix, il y a des années, lui ai-je dit. Il a choisi de vivre un mensonge. À la 2e semaine, je savais que nous ne pouvions pas imposer à Tante Ruth indéfiniment. Sa maison n'était pas conçue pour 3 enfants actifs et sa patience, bien que considérable, n'était pas illimitée. J'avais besoin de trouver du travail, mais que pouvais-je faire
J'avais été femme au foyer pendant 9 ans. Mes seules compétences étaient cuisiner, nettoyer et gérer un budget domestique. Puis je me suis souvenue de ma couture. Avant d'épouser Jacques, j'avais travaillé brièvement dans une boutique de robes, faisant des retouches et concevant occasionnellement des robes simples pour les clients. Ma mère m'avait appris à coudre quand j'étais petite fille et j'avais confectionné beaucoup de mes propres vêtements au fil des années, ainsi que des robes pour Sarah et Rebecca. Il y a une mercerie en centre-ville qui a une affiche de recherche d'employés dans la vitrine, a mentionné Tantrute avec désinvolture un soir. La propriétaire Marguerite Wilson est une amie de mon club de jardinage. J'ai peu être mentionné que ma nièce est très talentueuse avec une aiguille et du fil. J'ai senti une lueur d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Penses-tu qu'elle m'embaucherait, même avec 3 enfants? Tante Ruth, Surrey. Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. Le lendemain, j'ai mis ma meilleure robe, une robe trapèze bleue marine que j'avais confectionnée moi-même, et je suis entrée dans la mercerie Fournitures Wilson avec le cœur dans la gorge. Madame Wilson était une femme d'apparence sévère, dans la soixantaine, avec des cheveux argentés tirés en un chignon serré, mais ses yeux se sont adoucis quand j'ai mentionné tante Ruth. Ruth parle très bien de vos compétences, a-t-elle dit, m'examinant par-dessus ses lunettes de lecture. Avez-vous des échantillons de votre travail? J'avais pas pensé à en apporter juste ce que je porte, ai-je dit, désignant ma robe. Je l'ai faite le printemps dernier. Madame Wilson m'a tourné autour lentement, examinant les coutures, les pinces, l'ourlet cousu à la main. Passe mal, a-t-elle enfin dit, mais les paroles sont bon marché. Pouvez-vous réparer ça? Elle a sorti une veste de costume d'homme avec une doublure déchirée et un bouton manquant. Il est pris ça. Examinant les dégâts, il faudrait assortir le fil à la couture existante, remplacer la doublure à la déchirure plutôt que juste la rapiécer et trouver un bouton qui correspond parfaitement aux autres, ai-je dit. Sinon, la réparation sera évidente. Un sourire a tiré au coin de sa bouche. Vous avez un bon œil. Quand pouvez-vous commencer? Ah, comme ça, il y avait un travail à temps partiel au début. Le matin, pendant que les enfants étaient à leur nouvelle école, et Rebecca restait avec tante Ruth. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était un début, c'était l'indépendance. Ce soir-là, en bordant les enfants dans notre chambre, partagée exiguë, David a posé la question que je redoutais, reverrons-nous papa un jour? Je me suis assise au bord du lit, choisissant mes mots avec soin. Papa a fait de très mauvais choix qui ont blessé notre famille. Pour l'instant, nous avons besoin de temps loin de lui pour guérir, mais il reste ton papa. Sarah a insisté, sa lèvre inférieure, tremblant. Oui, il l'est. Et ai-je reconnu, et il vous aime, David, et ribezzo enormement. Ça n'a pas changé. C'était la vérité la plus gentille que je pouvais leur offrir. En éteignant la lumière, ribezzo, qui parlait rarement en phrases complètes à son âge, a dit clairement dans l'obscurité « Maman triste ». J'ai tendu la main pour caresser ses boucles douces. Maman était triste.
L'ai-je corrigé doucement? Mais je deviens plus forte chaque jour. Et savez-vous pourquoi? Pourquoi ont demandé David et Sarah à l'unisson, parce que je vous ai tous les trois et nous allons nous en sortir très bien. Crani, je ne savais pas. Alors comment nous gérerions à long terme? Je ne savais pas si Jacques essaierait de se battre pour la garde ou s'il nous laisserait simplement partir. Je ne savais pas si les chuchotements et les regards nous suivraient dans cette nouvelle ville ou si nous pourrions vraiment repartir de zéro. Mais je savais une chose avec certitude, la femme qui avait quitté Ruisseau-des-Prés n'était pas la même femme qui avait vécu pendant 9 ans. Cette femme croyait que sa valeur était liée à son mari. Cette nouvelle version de moi découvrait jour après jour sa propre capacité à la résilience. Et bien que je ne puisse pas encore le voir, cette fin douloureuse était en réalité le début d'une vie plus authentique et épanouissante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il y a une sorte d'humiliation unique qui vient avec le retour à l'endroit où votre vie s'est effondrée. Après 3 mois à Aix-en-Provence, j'ai dû faire face à la réalité que nous ne pouvions pas rester chez Tante Ruth indéfiniment. Son petit bungalow n'était pas conçu pour une famille de 4 et malgré son esprit généreux, je pouvais voir l'attention que notre présence mettait sur sa routine, mais plus pressant était la réalité juridique que j'avais évitée. Je devais officiellement divorcer de Jacques, ce qui signifiait retourner dans le Gard. L'argent que j'avais pris en partant était presque épuisé. Mon travail à temps partiel à la mercerie Wilson couvrait à peine nos besoins de base. Et Tante Ruth vivait d'un revenu fixe. J'avais esquivé les appels de Jacques pendant des semaines, mais finalement, je n'avais pas d'autre choix que de répondre « Noisette ». Il semblait à la fois soulagé et anxieux en entendant ma voix. « Merci mon Dieu, s'il te plaît, écoute juste, je reviens à Ruisseau-des-Prés, je interrompu, ma voix plus stable que je ne me sentais pas pour me réconcilier, pour demander le divorce et régler les choses correctement. Il y a eu un long silence. Je comprends, a-t-il dit. Les enfants ont besoin de stabilité. Ai-je continué? Une maison à eux, pas une chambre d'amis bondée. Vous pouvez avoir la maison, a-t-il dit rapidement. Je vis à Arles maintenant. Il s'est arrêté avec ton autre famille. Ai-je fini pour lui? Tu peux le dire, Jacques, c'est notre réalité depuis des années, même si je l'ai découvert que récemment. Nous avons réglé les détails pratiques. Il continuerait à payer l'hypothèque sur notre maison à Ruisseau-des-Prés, fournirait une pension alimentaire pour les enfants et se ferait discret. Quand je reviendrais en ville, c'était le moins qu'il pouvait faire, et même lui le savait. Ce dont nous n'avons pas discuté, c'est comment la ville réagirait à mon retour en 1973. Le divorce devenait plus courant, mais dans la petite ville du Gard, il portait encore un stigmate et un divorce causé par une seconde famille secrète d'un mari. C'était le genre de scandale qui ferait tourner le moulin à ragots à plein régime. Le trajet de retour à Ruisseau-des-Prés début septembre était très différent de notre fuite précipitée des mois plus tôt. Les enfants étaient excités de revenir dans des environs familiers, dans leur propre chambre et jouaient auprès des amis qu'ils avaient laissés derrière. Seul David semblait sentir mon appréhension.
tendant la main depuis la banquette arrière pour tapoter mon épaule, comme si nos rôles s'étaient inversés. Ça va, men, a-t-il dit, alors que nous passions le panneau de limite de la ville, non c'est bien, de la bouche des enfants. Comme on dit, notre maison sur l'avenue des Cyprès semblait exactement comme nous l'avions laissée, jusqu'au géranium en pot à moitié mort sur la véranda que j'avais oublié d'arroser avant notre départ précipité. Jacques avait tenu parole, l'endroit était propre, le réfrigérateur approvisionné et une pile de courrier soigneusement disposée sur le comptoir de la cuisine. Il n'y avait aucun signe de lui, sauf une brève note. Je séjourne à l'hôtel Eldorado à Arles. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Jacques. Cette première nuit de retour chez nous était surréaliste. Les enfants sont retombés dans leur ancienne routine facilement, mais je déambulais de pièce en pièce, me sentant comme une visiteuse. Cette maison contenait tant de souvenirs. Noël autour de la cheminée, anniversaire dans la cour arrière, soirée tranquille sur la véranda à regarder le coucher du soleil. Maintenant, chaque souvenir heureux était entaché par la connaissance que pendant ces mêmes années, Jacques créait des souvenirs parallèles avec une autre femme et un enfant. À travers la ville, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Je ne pouvais pas me résoudre à dormir dans le lit que j'avais partagé avec Jacques. Plus maintenant. Le lendemain matin, j'ai déposé les enfants à l'école et conduit jusqu'à Perrault et Martin, le seul cabinet d'avocats à Ruisseau-des-Prés. François Perrault avait géré la clôture quand nous avions acheté notre maison, Maintenant. Il gérait son transfert à mon nom seul, ainsi que les procédures de divorce. En me garant devant le petit bâtiment en briques sur la rue principale, j'ai attrapé mon reflet dans le rétroviseur. J'avais perdu du poids ces derniers mois et il y avait de nouvelles rides autour de mes yeux, mais il y avait aussi autre chose, une détermination qui n'était pas là avant. La femme qui me regardait n'était plus seulement l'épouse de Jacques Whittaker. Elle était Noisette, trouvant son propre chemin. Les chuchotements ont commencé dès que je suis entrée dans le bureau. La réceptionniste, Linda Barrett, qui nous invitait à son barbecue annuel de la fête nationale, s'est arrêtée au milieu d'une phrase au téléphone quand elle m'a vue. Elle est de retour à quiconque était en ligne avant de se ressaisir rapidement. Madame Whittaker, a-t-elle dit avec une jetée forcée. Ravie de vous revoir. Monsieur Perrault m'a fait attendre 45 minutes malgré un rendez-vous. Quand j'ai enfin été introduite dans son bureau, sa manière joviale habituelle était atténuée. Noisette, a-t-elle dit, évitant à peine mes yeux, j'étais désolée d'apprendre votre situation ANC. La nouvelle s'était répandue. Bien sûr que oui, Ruisseau-des-Prés comptait à peine 3 habitants. Les nouvelles voyageaient plus vite que les timbleweeds dans une tempête. Merci, François, ai-je répondu, le menton haut. Je voudrais demander le divorce pour cause d'adultère et j'aurais besoin de documents rédigés pour transférer la maison à mon nom. Il s'est raclé la gorge maladroitement. Êtes-vous sûr de vouloir citer l'adultère? C'est plutôt public. Des différences irréconciliables seraient plus discrètes. Jacques a une autre famille à Arles, ai-je dit, platement, un fils de 5 ans,
et un bébé nouveau-né. D'après la dernière fois que j'ai vu sa partenaire, il n'y a rien de discret dans cette situation. Les sourcils de François se sont levés malgré sa tentative de détachement professionnel. Je vois, a-t-il murmuré, griffonnant sur son bloc-notes légal, eh bien, le gars est en fait un état de divorce sans faute maintenant. Donc, je comprends. L'ai-je coupé? Mais je veux que le dossier montre la vérité. Mes enfants entendront des chuchotements. Je veux qu'ils sachent que leur mère s'est défendue. À son crédit, François a hoché la tête. Je vais rédiger les documents. Cette conversation n'était que le début. En quittant le cabinet d'avocat, j'ai décidé de m'arrêter à l'épicerie Burton pour prendre quelques affaires pour le dîner. Le magasin s'est tu quand je suis entrée. Madame Burton, qui glissait autrefois des bonbons supplémentaires à mes enfants, s'est soudainement très intéressée à arranger un étalage de pêche en conserve. Deux femmes dans la section des produits frais ont penché leur tête ensemble, chuchotant derrière une tête de laitue. Un homme que je reconnaissais comme collègue de Jacques à la compagnie minière m'a vu et il a brusquement tourné dans une autre allée. C'était comme si j'avais une lettre écarlate épinglée sur ma poitrine. Pas un A pour adultère, mais un V pour victime, ce qui semblait pire d'une certaine manière. Leur regard apitoyé me faisait me sentir petite, diminuée. J'ai pris ce dont j'avais besoin et me suis approchée de la caisse où Judy Moulin, une femme avec qui j'avais servi au conseil des parents d'élèves, travaillait à la caisse. Noisette, a-t-elle dit, sa voix étouffée, comme à un enterrement. Nous étions tous si inquiets pour vous, disparus comme ça avec les enfants. Nous avions besoin de temps loin. Aided simplement, comptant la point exacte. Quel dommage, a-t-elle continué, mettant mes courses dans un sac avec une lenteur exaspérante. Et après tout ce que vous avez fait pour cette communauté, la collecte de fonds du printemps ne sera pas la même sans vos compétences d'organisation. Les implications étaient claires. Mon rôle dans la communauté était terminé. La divorcée avec l'histoire scandaleuse ne serait plus invitée à présider des comités ou organiser des ventes de gâteaux. Je suis sûre que vous vous débrouillerez. Ai-je répondu, prenant mes sacs. Au fil des jours, des scènes similaires se sont déroulées à travers la ville. Les mères, à la sortie de l'école, se tenaient dans leur cercle habituel, les conversations s'arrêtant brusquement quand je m'approchais. Les invitations aux fêtes d'anniversaire pour mes enfants arrivaient moins fréquemment. Notre banc habituel à l'église restait vide pendant des semaines. Après notre retour, je ne pouvais pas supporter l'idée de m'asseoir à travers un sermon sur les valeurs familiales, en sentant les yeux de tout le monde dans mon dos. Le pire était quand Sarah est rentrée en pleurant parce que Bethany Palmer lui avait dit que son papa ne les aimait plus. C'est pourquoi il avait une nouvelle famille. Est-ce vrai, maman? A-t-elle demandé, son petit visage strié de larmes. Est-ce que papa a eu de nouveaux enfants parce qu'il ne voulait plus de nous? Je l'ai prise dans mes bras, mon cœur se brisant pour la millionième fois. Non, ma chérie, papa a fait de mauvais choix, mais il vous aime.
David, het riebet zo enormement. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas les problèmes d'adultes. Alors elles disent des choses méchantes, mais c'était pas seulement les enfants qui faisaient face à la cruauté. Un après-midi, je suis allée à la banque pour ouvrir mon propre compte. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, le directeur de la banque, Harold Jourdain, un homme qui jouait au golf avec Jacques tous les samedis pendant des années, m'a fait attendre près d'1 heure avant de me recevoir. Madame Whittaker, a-t-il dit, quand j'étais enfin assise face à son imposant bureau, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais ouvrir un compte à mon nom seul. Et j'expliquais et discuter de la possibilité d'un petit prêt commercial à l'avenir. C'est adossé à sa chaise, croisant les doigts. Un prêt commercial, quel type d'entreprise serait-ce? Je développe encore le concept et je dis, mais ce serait lié à la confection de robes sur mesure et aux retouches. Les sourcils de Harold se sont levés. Je vois. Et quelle garantie auriez-vous pour un tel prêt? La maison sera à mon nom une fois le divorce finalisé. Son expression s'est durcie. Madame Whittaker, j'espère que vous comprenez que la banque a certaines normes pour les prêts. Une femme nouvellement divorcée avec 3 enfants et sans expérience commerciale représente un risque important. On risquait, et je répétais, sentant la chaleur monter à mes joues. J'ai géré parfaitement le budget de mon ménage pendant 9 ans. J'ai des compétences recherchées et j'aurai la maison comme garantie. Peut-être devriez-vous envisager quelque chose de plus approprié? A-t-il suggéré? L'école primaire cherche une réceptionniste ou la compagnie téléphone a toujours besoin d'opératrices. Je me suis levée, rassemblant mon sac. Merci pour votre temps. Monsieur Jourdan, je retirerai tous mes fonds et fermerai mon compte commun aujourd'hui. Je crois que la première banque de Nîmes appréciera davantage mes affaires. Son visage s'est empourpré. Maintenant, Noisette, ne soyez pas hâtive, c'est Madame Whittaker pour vous, l'ai-je corrigé? Et je ne suis pas hâtive, je suis prudente avec mon avenir financier. Je suis sortie la tête haute, mais à l'intérieur, il tremblait. C'était la réalité de ma nouvelle vie. Les portes qui étaient autrefois ouvertes à l'épouse de Jacques Whittaker étaient maintenant fermement fermées à Noisette Whittaker. Futur divorcé, les semaines suivantes ont apporté plus de la même chose. L'invitation à rejoindre le comité de décoration de Noël, que j'avais présidé pendant les 3 dernières années, n'est jamais arrivée. Le club de bridge n'avait soudainement plus de place. Même le docteur Martin, notre médecin de famille depuis la naissance de David, semblait mal à l'aise pendant les contrôles des enfants, précipitant les rendez-vous et évitant les questions personnelles. Mais tout le monde en ville ne m'a pas tourné le dos. Madame Wilson, mon ancienne professeure de français au lycée, m'a arrêtée devant le bureau de poste un jour. Noisette, a-t-elle dit chaleureusement, saisissant mes 2 mains dans les siennes, j'avais l'intention d'appeler, voulez-vous, vous et les enfants, venir pour le dîner du dimanche ce week-end? J'ai presque pleuré à cet acte de gentillesse simple. Nous serions ravis. Peu à peu, un petit cercle de soutien a émergé
Madame Wilson et son mari, le nouveau jeune pasteur de l'église presbytérienne, qui a appelé pour vérifier si nous avions besoin de quoi que ce soit. Étonnamment, la femme de François Perrault, Émilie, qui a déposé un gratin un soir avec une note qui disait simplement j'y suis passée, ça va mieux, Kunz. Puis il y avait Dorothée Martinez, qui possédait la seule boutique de robes de la ville, un petit endroit appelé Création Dorothée, niché entre le magasin de bricolage et le salon de coiffure sur la rue principale. J'étais entrée un jour espérant trouver du tissu non disponible à l'épicerie générale. Dorothée était une veuve dans la cinquantaine qui avait repris l'entreprise de tailleur de son mari après sa mort 10 ans plus tôt, la transformant en une boutique de robes modeste mais réussie. Elle m'a reconnue immédiatement. « Vous êtes Noisette Whitaker ». Je me suis préparée à la pitié ou au jugement habituel, mais au lieu de cela, elle a souri. J'ai entendu que vous faites vos propres vêtements, cette robe bleue que vous portez, votre travail, surprise. J'ai hoché la tête. Oui, je l'ai faite le printemps dernier. Elle m'a tourné autour, examinant les coutures et les pinces avec un œil professionnel. Belle sur picourt, peu de gens prennent le temps pour des ourlets finis à la main de nos jours. Pour la première fois, depuis des mois, quelqu'un me voyait, vraiment me voyait, pas comme la pauvre Noisette ou l'épouse abandonnée de Jacques, mais comme une personne avec des compétences et de la valeur. Merci, ai-je dit, sentant un sourire sincère, percé. Dorothée a incliné la tête, me considérant, je pourrais avoir besoin d'aide ici, surtout avec les retouches des fêtes qui arrivent. Mes doigts ne sont plus aussi agiles qu'avant. Intéressée par un travail à temps partiel, oui, cela semblait trop beau pour être vrai. Oui, je serais très intéressée. Le salaire n'est pas élevé, m'a-t-elle averti, et les heures devront s'adapter aux horaires de vos enfants. C'est parfait, l'ai-je assuré. En quittant la boutique ce jour-là, j'ai senti un poids se soulever. Oui, il y avait des portes fermées et des chuchotements me suivant à Ruisseau-des-Prés. Oui, d'anciens amis traversaient la rue pour éviter de me parler, mais il y avait aussi des gentillesses inattendues et de nouvelles opportunités émergeant des décombres de ma vieille vie. Ce soir-là, en bordant les enfants, David a demandé « Allons-nous rester à Ruisseau-des-Prés pour toujours, maman ?» J'ai hésité, repoussant ses cheveux de son front. « Je ne sais pas. Mon chéri, voudrais-tu » Il a réfléchi un moment. « Mes amis me manquent, mais j'aime pas comment les gens parlent de toi quand ils pensent que je n'entends pas de la bouche des enfants. En effet, nous resterons tant que cela semble juste. » Lui ai-je dit, et si un jour ça semble plus juste, nous irons quelque part de nouveau. Mais pour l'instant, nous avons notre maison, tu as ton école, et maman a un nouveau travail à la boutique de robes. A-t-il demandé, ses yeux s'illuminant. Peux-tu me faire une cape de super-héros? J'ai ri. Le son me surprenant par sa sincérité, je te ferai la meilleure cape de super-héros de tout le Gard. En éteignant sa lumière, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les chuchotements et les portes fermées faisaient mal. Oui, le jugement
et la pitié piquait, mais il ne me définissait pas. Pour la première fois depuis que j'avais découvert la trahison de Jacques, je commençais à voir un chemin vers l'avant qui n'était pas seulement une question de survie, mais de construire quelque chose de nouveau. Les femmes de Ruisseau-des-Prés pouvaient chuchoter à mon sujet au salon de coiffure. Les hommes pouvaient secouer la tête sur le terrain de golf, mais j'étais toujours debout. Et comme Dorothée me l'avait montré ce jour-là, si une porte se ferme, parfois une fenêtre s'ouvre à la place. Il faut juste être assez courageux pour grimper à travers. Parfois, votre plus grand talent sommeille en vous, attendant le bon moment pour émerger. Ma mère disait que la nécessité est la mère de l'invention, mais dans mon cas, la nécessité est devenue la mère de la réinvention. Travailler à la boutique de Dorothée s'est avéré être plus qu'un simple emploi. C'était le début de découvrir qui j'étais vraiment au-delà d'être une épouse et une mère. La saison des fêtes de 1973 approchait rapidement et avec elle venait un flot de demandes de retouches chez Création Dorothée, des femmes apportant des robes qui avaient besoin d'être reprises ou élargies pour les fêtes de Noël, des mères voulant des tenues assorties pour des photos de famille, des hommes ayant besoin de costumes ajustés pour les célébrations du Nouvel An. Je passais des heures à l'ancienne machine à coudre Singer dans l'arrière-boutique, mes doigts volant sur les tissus, créant des ourlets parfaits et invisibles, ajustant les tailles, remplaçant des fermetures éclairs. Dorothée m'observait travailler avec un œil évaluateur. « Vous avez un don. Noisette, a-t-elle dit un après-midi, alors que je finissais une retouche particulièrement difficile sur une robe du soir perlée. Vous voyez le potentiel des choses. Tout le monde n'a pas cette vision. Ces mots ont réchauffé quelque chose en moi qui était froid depuis des mois. J'avais passé tellement de temps à me voir à travers le prisme de mon mariage raté, rejeté, pas assez bien, que j'avais oublié que j'avais de la valeur au-delà de cette relation. Un mercredi début décembre, une jeune femme nommée Lisa Jourdan est entrée dans la boutique en larmes, tenant une robe de mariée qui avait appartenu à sa mère, espérant la porter pour son propre mariage ce week-end-là. La couturière à Nîmes était censée la retoucher, mais elle est tombée malade, a expliqué Lisa entre ses sanglots. Le mariage est samedi et personne d'autre ne peut m'aider à si court délai. La robe avait au moins 20 ans. Une magnifique robe en satin avec une superposition de dentelles délicates qui avait légèrement jauni avec le temps. Elle nécessitait des retouches importantes. Lisa était plus grande et plus mince que sa mère ne l'avait été. Dorothée m'a regardée avec une question dans les yeux. Nous étions déjà débordés avec les commandes des fêtes, mais il y avait quelque chose dans la désespérance des yeux de Lisa qui résonnait avec moi. Je savais ce que c'était de voir des projets s'effondrer, de se sentir impuissante face à des circonstances hors de contrôle. Je peux le faire, me suis-je entendu dire. Mais nous devons travailler vite. Pouvez-vous rester pour un essayage maintenant ? Pendant les 3 jours suivants, j'ai travaillé sur cette robe jusque tard dans la nuit. Après que les enfants étaient endormis, j'ai soigneusement séparé la superposition de dentelle du corsage en satin.
tremper la dentelle dans une solution spéciale pour restaurer sa couleur ivoire, restructurer le corsage aux mesures de Lisa et abaisser la taille pour allonger la silhouette. J'ai remplacé les perles de rocaille jaunie par de nouvelles, assortissant méticuleusement le motif original. Quand Lisa est venue pour l'essayage final le vendredi après-midi, ses mains ont volé à sa bouche. Quand elle a vu la robe transformée, c'est parfait, a-t-elle chuchoté, les larmes remplissant ses yeux encore mieux que ce que j'imaginais, alors qu'elle se tenait sur la plateforme d'essayage, se regardant dans le miroir. J'ai surpris Dorothée m'observant avec une expression étrange. Quoi? Ai-je demandé quand Lisa était partie, serrant soigneusement la robe dans son sac à vêtements. Vous n'avez pas juste retouché cette robe, a dit Dorothée pensivement. Vous l'avez réimaginée, rendue plus belle que l'original, tout en honorant ce qu'elle était. J'ai haussé les épaules, mal à l'aise avec les louanges. J'ai juste fait ce qui était nécessaire. Norn a-t-elle insisté? Ce qui était nécessaire était de la reprendre à la taille et de raccourcir l'ourlet. Ce que vous avez fait était de l'art. Ce soir-là, assise à ma table de cuisine, payant les factures, je me suis retrouvée à dessiner des modèles de robes sur le dos d'une enveloppe, quelque chose que je n'avais pas fait depuis avant d'épouser Jacques. Mon esprit était soudain plein d'idées, silhouettes et détails que je voulais essayer pour la première fois depuis des mois. J'ai senti une étincelle d'excitation pour l'avenir. Le bouche à oreille sur la robe de mariée de Lisa s'est répandu rapidement dans une petite ville comme Ruisseau-des-Prés. Les nouvelles, bonnes et mauvaises, voyageaient à la vitesse du son. En quelques semaines, nous avions des femmes venant chez Dorothée, demandant spécifiquement après moi, pas seulement pour des retouches, mais se demandant si je pouvais créer des modèles sur mesure. Avez-vous déjà pensé à faire vos propres pièces à vendre dans la boutique? M'a demandé Dorothée un jour en janvier, alors que nous fermions. J'ai du tissu supplémentaire des fournisseurs. Il y a de la place dans le coin avant pour un petit portant. L'idée me terrifiait autant qu'elle m'enthousiasmait. Pensez-vous vraiment que les gens les achèteraient? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir, a-t-elle répondu avec un sourire. J'ai commencé petit, important de jupe, trapèze simple, dans des couleurs et motifs vibrants, non habituellement trouvés dans les options de shopping limité de Ruisseau-des-Prés. À ma surprise, elles se sont vendues en 2 semaines. Ensuite sont venus des chemisiers avec des détails spéciaux, cols brodés à la main, arrangement de boutons uniques, couture française parfaite. Ceux-ci se sont vendus rapidement aussi. Au printemps, j'avais développé une clientèle, petite mais dévouée, qui appréciait la qualité et l'unicité de mon travail. Les femmes qui évitaient auparavant le contact visuel avec moi à l'épicerie s'arrêtaient maintenant à la boutique pour voir quelles nouvelles pièces j'avais créées. Ce n'était pas exactement du pardon, mais c'était un changement. Elles commençaient à me voir comme autre chose que juste la femme dont le mari avait une famille secrète. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était comment cet exutoire créatif guérirait quelque chose de brisé en moi. Chaque point était un petit acte de création
une petite affirmation que je pouvais faire quelque chose de beau et durable. Chaque vêtement terminé était une preuve que mes mains savaient encore construire, même si mon cœur apprenait encore à faire confiance à nouveau. Les enfants ont remarqué le changement en moi un soir, alors que je m'asseyais à la table de la cuisine à dessiner des modèles après le dîner. Sarah s'est appuyée contre mon épaule. Tu fredonnes maintenant quand tu dessines, a-t-elle observé. Tu ne fredonnais pas avant. J'avais pas réalisé que je le faisais. Aimst du mon fredonnement? Elle a hoché la tête solennellement. Ça veut dire que tu es heureuse à nouveau de la bouche des enfants. En été, j'avais économisé assez de mon travail chez Dorothée pour m'inscrire à un cours de patronage de 6 semaines au lycée professionnel à Nîmes. Cela signifiait conduire 1 heure dans chaque sens 2 fois par semaine, laissant les enfants avec Madame Wilson ces soirs-là, mais cela valait chaque kilomètre. L'instructrice, Madame Grace, avait travaillé dans le quartier de la mode à Paris avant de prendre sa retraite dans le Gard. Elle a pris un intérêt particulier pour mon travail, restant après les cours pour me montrer des techniques qui ne faisaient pas partie du programme standard. Vous avez un œil naturel pour la structure, Mateledit. La plupart des débutants se concentrent sur les éléments décoratifs, mais vous comprenez que la base, la coupe, l'ajustement, est ce qui fait ou défait un vêtement le dernier jour de cours. Elle m'a tiré à part. J'ai une proposition pour vous. Noisette. Je consulte pour une petite entreprise de fabrication à Arles qui produit des vêtements prêts à porter pour les grands magasins du sud de la France. Ils cherchent de nouveaux designs pour leur collection de printemps. Des pièces simples mais distinctives qui peuvent être produites à grande échelle. Seriez-vous intéressé à soumettre quelques esquisses? Mon cœur s'est mis à battre. C'était une opportunité au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Quand j'étais entrée dans la boutique de Dorothée à la recherche de tissus, Miss Arles, c'était là où Jacques vivait maintenant avec Valérie et leurs enfants. La pensée d'y voyager, de peu être les croisés, me nouait l'estomac. Madame Grayson a dû sentir mon hésitation. Vous n'auriez pas besoin d'y aller souvent, peut être 1 fois par mois pour des réunions. Le reste peut être fait par courrier. Ce soir-là, je me suis assise sur la balançoire de la véranda, pesant l'opportunité contre ma peur. Le soleil se couchait sur le plateau, peignant le ciel dans des nuances d'orange et de rose qu'aucun tissu ne pouvait tout à fait capturer de l'intérieur de la maison. J'entendais David aider Rebecca avec sa lecture. Sa voix patiente la guidant à travers un livre pour enfants. Mes enfants s'épanouissaient. Malgré tout, David avait fait le tableau d'honneur ce printemps-là. Sarah avait surmonté sa timidité pour se produire au spectacle de talent de l'école. Même la petite Rebecca, qui avait été si confuse par tous les changements, s'épanouissait en une fillette confiante de 5 ans. Ils étaient résilients, s'adaptant à notre nouvelle réalité. Pourrais-je faire moins? La semaine suivante, je suis allée à Arles avec un portfolio d'esquisses et d'échantillons de tissus. J'ai pris une chambre dans un petit motel à la périphérie de la ville, loin du quartier où je savais que Jacques et Valérie vivaient. La réunion avec Provence Vêtements s'est mieux passée que je n'aurais pu l'espérer.
Ils ont aimé mes designs pour des robes simples et élégantes qui incorporaient des éléments de motifs provençaux traditionnels dans des silhouettes modernes. Cela plairait à la fois aux touristes et aux locaux. C'est enthousiasmer le responsable de production, assez traditionnel, pour sembler authentique, mais assez contemporain pour être portable dans n'importe quelle ville. Ils m'ont offert un contrat en tant que designer indépendante, 200 € par design, accepté, avec un engagement minimum de 10 designs pour leur ligne de printemps. C'était pas une fortune, mais combiné avec mon travail chez Dorothée, cela nous donnerait une stabilité financière dont je n'avais pas osé rêver un an plus tôt. En rentrant à Ruisseau-des-Prés ce soir-là, j'ai pris la longue route passant devant le tribunal où mon divorce avec Jacques avait été finalisé 3 mois plus tôt. Je me suis arrêtée et suis restée un moment regardant le bâtiment en pierre, imposant, où un chapitre de ma vie s'était officiellement terminé. Il et Aonan, assise dans ce parking, je n'avais ressenti que du chagrin et de l'échec maintenant. Je ressentais autre chose, pas exactement du bonheur, mais de la possibilité. La femme qui était entrée dans ce tribunal était définie parce qu'elle avait perdu. La femme qui rentrait chez elle maintenant commençait à être définie par ce qu'elle créait. En retournant chez Création Dorothée le lendemain, Dorothée pouvait dire que quelque chose avait changé. Vous avez eu le contrat, a-t-elle deviné, souriant à mon excitation à peine contenue. Je l'ai ai-je confirmé, mais je veux que vous sachiez que je suis toujours engagée envers la boutique. Je peux faire les deux. Elle a balayé mon inquiétude d'un geste. Noisette, quand vous êtes arrivé travailler ici, j'ai vu un oiseau blessé avec des ailes brisées. Maintenant, je vois une femme prête à voler. Elle a fait une pause, son expression devenant sérieuse, mais j'ai eu une proposition à moi. Qu'est-ce que c'est? Et je demandais. Curieuse, je pense à prendre ma retraite l'année prochaine. A-t-elle les dite? Mon Arstreit im Pai. Et ma fille en Provence ne cesse de me demander de m'installer plus près. Je me demandais ce qu'il adviendrait de cet endroit. Elle a fait un geste autour de la petite boutique qui était devenue mon sanctuaire. Que diriez-vous de la reprendre? Je l'ai regardée. Abasourdi, Dorothée, je ne pourrais jamais me permettre d'acheter l'entreprise. Qui a parlé de l'acheter directement? Nous pourrions établir un plan de paiement sur des années. Vous me rendriez service en gardant l'héritage de mon mari vivant. Ah, l'offre m'a coupé le souffle. Ma propre boutique. La possibilité ne m'avait jamais traversé l'esprit, mais soudain, je pouvais le voir élargir au-delà des retouches et des quelques pièces sur mesure que nous offrions actuellement. Peut être porter ma propre ligne aux côtés de marques établies, peut être même changer le nom un jour. J'ai besoin d'y réfléchir. Et Edith, finalement, c'est une grande responsabilité. Dorothée a hoché la tête avec compréhension, bien sûr. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit quand vous avez réparé cette robe de mariée. Vous avez une vision noisette. Vous voyez le potentiel des choses et en vous-même
que les autres manquent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit bouillonnait de possibilités. Je me suis levée et me suis retrouvée devant le miroir de ma salle de bain, me regardant vraiment pour la première fois depuis des mois. La femme qui me regardait en retour n'était pas la même que celle qui avait découvert la trahison de son mari 1 an plus tôt. Il y avait de nouvelles rides autour de mes yeux. Oui, et quelques mèches argentées dans mes cheveux bruns qui n'étaient pas là avant. Mais il y avait aussi une fermeté dans mon regard qui était nouvelle, une certitude qui n'existait pas auparavant. Mes mens, reposant sur le bord de l'évier, portaient les petites marques de mon travail. Un cal où je tenais les ciseaux, une petite cicatrice d'une épingle errante, des bouts de doigts légèrement rugueux à force de manipuler du tissu jour après jour. C'était pas les mains d'une victime, c'était les mains d'une créatrice, d'une pourvoyeuse, d'une femme qui avait trouvé sa voie à travers son artisanat, des mains qui pouvaient construire un avenir point par point prudent. J'ai pensé à ce à quoi cet avenir pourrait ressembler. Reprendre la boutique de Dorothée signifierait des racines plus profondes à Ruisseau-des-Prés, l'endroit même qui avait autrefois semblé une cage de ragots et de jugements, mais cela signifierait aussi construire quelque chose qui était vraiment à moi, quelque chose que je pourrais peut-être un jour transmettre à mes filles si elles étaient intéressées. Le design indépendant pour Provence Vêtements offrait un autre type d'opportunité, des connexions avec le monde plus large de la mode, une chance de voir mes créations portées par des femmes à travers plusieurs régions, le début d'un nom pour moi-même, au-delà des frontières de Ruisseau-des-Prés. Pouvais-je éventuellement faire les deux en me glissant finalement dans mon lit? J'ai réalisé que la question elle-même était un cadeau. Il y a un an, ma seule question était comment survivre à la dévastation de la trahison maintenant. Je me demandais comment choisir entre plusieurs chemins vers l'avant, comment équilibrer l'ambition avec la praticité, comment honorer à la fois mes rêves créatifs et mes responsabilités en tant que mère. Je n'avais pas toutes les réponses cette nuit-là, mais pour la première fois depuis que la double vie de Jacques avait été révélée, j'ai ressenti quelque chose qui m'avait manqué trop longtemps. L'espoir, pas juste l'espoir désespéré de la survie, mais l'espoir expansif de la possibilité. Mes mains avaient retrouvé leur but et ce faisant, elles m'avaient aidé à trouver ma voie, une voie qui n'était plus définie par ce qui m'était arrivé, mais parce que je créais pour moi-même et mes enfants un Menderment. Je me suis souvenue de quelque chose que ma grand-mère disait quand elle m'apprenait à coudre enfant. Une bonne couturière ne craint jamais de devoir défaire son travail et recommencer. Parfois, les plus beaux vêtements viennent de tissus qui ont été coupés et recousus plusieurs fois. Peut être que la même chose était vraie pour les vies aussi. On dit que l'opportunité ne frappe qu'une fois, mais j'ai découvert que ce n'est pas vrai. Parfois, l'opportunité murmure, vous poussant doucement vers un chemin que vous n'aviez jamais imaginé pour vous-même. La transition d'employé à propriétaire d'entreprise n'était pas un moment dramatique unique, mais une série de petites décisions courageuses qui ont changé le cours de ma vie et finalement
la vie de nombreuses femmes dans notre communauté. Après mûre réflexion, j'ai accepté l'offre de Dorothée de reprendre sa boutique. Nous avons structuré un plan de paiement sur 5 ans que je pouvais gérer avec mon travail de contrat avec Provence Vêtements. C'était terrifiant de signer ces documents au printemps 1974, m'engageant à des années d'obligations financières, mais en tenant ce stylo, j'ai pensé à tous les documents que Jacques avait signés, établissant notre vie ensemble, et combien facilement ces promesses avaient été brisées. Cette promesse, je le savais, était une que je tiendrais. Dorothée est restée 6 mois pour aider avec la transition, m'apprenant le côté commercial de la gestion d'une boutique, commander l'inventaire, gérer les comptes, traiter avec les fournisseurs. C'était des compétences que je n'avais jamais apprises en tant que femme au foyer. Mais j'ai découvert que j'avais un don pour les chiffres et l'organisation. Toutes ces années à gérer soigneusement notre budget domestique m'avaient mieux préparée que je ne le réalisais. Vous êtes une naturelle, a dit Dorothée un soir, alors que nous équilibrions les livres. La plupart des types créatifs détestent cette partie, mais vous semblez l'apprécier. J'aime la précision. Âge admis. En couture et en comptabilité, tout doit s'additionner parfaitement. Quand Dorothée a finalement pris sa retraite et déménagé en Provence pour être près de sa fille, j'ai fait face à mon premier vrai test en tant que propriétaire d'entreprise. La boutique était création Dorothée depuis 15 ans. Le nom de son mari était Harold, mais il pensait que Dorothée sonnait plus attrayant pour une boutique de robes Maintenance. Je devais décider, garder le nom établi ou créer quelque chose de nouveau. Après des semaines de délibération, j'ai choisi un chemin intermédiaire. J'ai redessiné l'enseigne et la vitrine pour lire Dorothée par Noisette, honorant l'histoire de la boutique tout en annonçant sa nouvelle direction. Le jour où la nouvelle enseigne a été installée, j'ai ressenti une montée de fierté, comme je n'en avais jamais connu auparavant. Cette petite vitrine sur la rue principale était la mienne, pas en tant qu'épouse de Jacques Whittaker, mais en tant que Noisette, femme d'affaires et designée. La première année fut un équilibre constant entre gérer la boutique, remplir mon contrat de design avec Provence Vêtements et élever 3 enfants en croissance. David avait maintenant 14 ans et devenait de plus en plus indépendant, mais Sarah a 12 ans et Rebecca a 6 ans nécessitaient encore beaucoup d'attention, beaucoup d'ennuis. Je les mettais au lit, puis travaillais jusqu'à minuit à ma machine à coudre dans la chambre d'amis que j'avais convertie en atelier à domicile. Dans ces heures tranquilles de minuit, avec seulement le bourdonnement de la machine pour compagnie, je réfléchissais souvent à combien ma vie avait radicalement changé. Il y avait de l'épuisement, oui, une lassitude profonde qui me faisait parfois pleurer, mais il y avait aussi une satisfaction féroce à créer quelque chose qui était entièrement à moi. Chaque hessou, chaque vêtement terminé, chaque interaction positive avec un client était une preuve que j'étais plus que ce qui m'était arrivé. La perception de la communauté à mon égard a changé progressivement. Je n'étais plus juste la pauvre Noisette dont le mari avait une autre famille. Je devenais
Noisette qui a sauvé la robe de bal de ma fille, ou Noisette qui a conçu cette belle tenue pour la femme du maire. Mon travail parlait pour moi d'une manière que me défendre n'aurait jamais pu faire. Un moment décisif est venu quand Hélène Jourdan, l'épouse de Harold Jourdan, le directeur de la banque qui avait refusé ma demande de prêt, est entrée dans la boutique cherchant une tenue pour le mariage de son fils. Rien à Nîmes ou Arles ne semble convenir, a-t-elle confessé. Clairement mal à l'aise de demander mon aide après le rejet de son mari de mon potentiel commercial, Marguerite Wilson a suggéré que vous pourriez être, je serais heureuse de concevoir quelque chose pour vous. Madame Jourdan, ai-je dit, maintenant ma contenance professionnelle, quand est le mariage? À la fin de cette consultation, j'avais esquissé un design pour une élégante tenue dans une nuance de bleu qui complétait parfaitement son teint. Quelque chose de bien plus sophistiqué que tout ce qu'elle aurait trouvé dans les grands magasins quand elle est venue chercher la tenue terminée 1 mois plus tard. Sa réaction valait chaque point. C'est la plus belle chose que j'ai jamais portée, a-t-elle dit, se tournant devant le miroir. Harold ne croira pas que ça vient d'ici à Ruisseau-des-Prés. J'ai souri, résistant à l'envie de dire ce que nous savions toutes les deux, que Harold s'était trompé sur mon potentiel. Au lieu de cela, j'ai simplement dit « J'espère que vous nous recommanderez à vos amis. Madame Jourdan, elle a rencontré mes yeux dans le miroir. Je l'ai déjà fait cet automne-là. Mes designs pour Provence Vêtements sont apparus dans des magasins à travers la Provence. Le Gard et le Languedoc voir mon travail, bien que sans mon nom attaché dans le grand magasin Printemps à Nîmes, était une expérience surréaliste. Je restais là, regardant les femmes parcourir les portants contenant mes créations, en tirant occasionnellement une pour un regard plus attentif. Certaines s'éloignaient, mais d'autres portaient mes robes aux cabines d'essayage. Chaque sélection semblait une validation personnelle. Alors que la boutique devenait plus prospère, j'ai pu embaucher de l'aide à temps partiel, d'abord juste les samedis, puis 3 après-midi par semaine. Cela m'a permis de me concentrer davantage sur les designs sur mesure, qui était devenu notre domaine le plus rentable. Les femmes voyageaient maintenant depuis les villes voisines, spécifiquement pour faire confectionner des vêtements par mois. Au début de 1975, une visiteuse inattendue est arrivée à la boutique. Lisa Jourdan, dont j'avais retouché la robe de mariée pendant mon premier mois de travail pour Dorothée. Elle était visiblement enceinte et rayonnait de bonheur. J'espérais que vous pourriez m'aider à nouveau, a-t-elle dit. Mais cette fois, j'ai besoin de quelque chose qui grandira avec moi pendant quelques mois. Puis quelque chose de spécial pour après l'arrivée du bébé. En prenant ses mesures, elle m'a raconté qu'elle était retournée à l'université après s'être mariée et était sur le point de compléter son diplôme en gestion. Ce n'est pas facile d'être la seule femme dans la plupart de mes cours, a-t-elle confié. J'avais besoin de vêtements qui me donnent confiance. Mes restes professionnels, ces mots ont déclenché une idée qui se formait dans un coin de mon esprit depuis des mois. Il y avait plus de femmes comme Lisa entrant dans des environnements professionnels, université, bureau, poste de direction, mais les options vestimentaires disponibles pour elles étaient limitées, soit des styles hyper féminins qui n'étaient pas pris au sérieux.
soit des versions modifiées de vêtements professionnels masculins qui masquaient tout soupçon de féminité. Et si ai-je suggéré, en épinglant du tissu autour d'elle, nous créions une ligne spécifiquement pour les femmes actives, professionnelles, mais distinctement féminines, pratiques. Miss Bella, les yeux de Lisa se sont illuminés. Les femmes comme moi achèteraient chaque pièce que vous feriez. Cette conversation a conduit à une nouvelle direction pour la boutique. J'ai commencé à concevoir ce que j'appelais la collection carrière, costumes, robes et pièces séparées spécifiquement pour les femmes entrant dans le monde du travail. J'utilisais des tissus qui voyageaient bien, ajoutais des détails pratiques comme des poches cachées et m'assurais que chaque pièce puisse passer du jour au soir avec de simples changements d'accessoires. À la mi-1976, nous avions dépassé notre petit espace sur la rue principale. Le bâtiment d'à côté, autrefois une librairie, est devenu disponible. Et après beaucoup de délibérations et plusieurs nuits blanches à m'inquiéter du risque financier, j'ai décidé d'agrandir. Cette fois, quand je suis allée à la banque pour un prêt, je n'ai pas rencontré Harold Jourdan. J'ai rencontré le directeur régional de Nîmes, apportant des états financiers détaillés, montrant la croissance de la boutique au cours des 2 dernières années, des chiffres impressionnants. Madame Whittaker a-t-elle dit, examinant mes documents, vous avez plus que doublé vos revenus depuis que vous avez repris l'entreprise et notre potentiel de croissance est encore plus grand avec un espace élargi pour l'inventaire et une zone d'essayage dédiée et soulignée. Lui montrant mon plan d'affaires, j'ai obtenu le prêt, plus petit que ce que j'espérais, mais suffisant pour procéder à l'expansion. Le jour où nous avons abattu le mur entre les 2 vitrines, créant un espace plus grand, semblait être une manifestation physique de la façon dont ma vie s'était élargie, au-delà des limites étroites que j'avais autrefois acceptées. Les enfants étaient directement impliqués dans la croissance de l'entreprise. David, maintenant 14 ans, aidait avec la comptabilité après l'école, montrant une aptitude pour les chiffres qui me surprenaient. Sarah, à 12 ans, avait l'œil de sa mère pour la couleur et le design, offrant souvent des opinions sur les sélections de tissus qui se révélaient remarquablement judicieuses. Même Rebecca, Nine Hands, contribuait, charmant les clients avec sa connaissance détaillée de l'inventaire. Le bleu que vous cherchez est sur le 2e portant, 3e à gauche. Ils comprenaient, chacun à leur manière, que cette entreprise représentait non seulement notre gagne-pain, mais notre triomphe collectif sur des circonstances qui auraient pu briser une famille moins déterminée. La boutique est devenue le centre stable autour duquel nos vies tournaient, une source de fierté et de sécurité. À l'automne 1977, j'ai reçu un appel de l'éditeur du magazine Vie Provençale. Il planifiait un reportage sur les femmes entrepreneurs de la région et voulait m'inclure. Votre parcours d'épouse abandonnée à propriétaire d'entreprise prospère illustre le rôle changeant des femmes dans notre société, a expliqué l'éditeur. Seriez-vous prête à raconter votre histoire? 4 ans plus tôt, j'aurais refusé immédiatement
peu disposée à revisiter l'effondrement douloureux de mon mariage dans un forum si public. Mais maintenant, je voyais la valeur potentielle de partager mon expérience. Oui, ai-je dit, mais je veux que l'accent soit mis sur l'entreprise et ce que nous créons pour les femmes, pas seulement sur la tragédie personnelle qui m'a menée ici. L'article est paru dans leur numéro de janvier 1978, un reportage de 4 pages avec des photos de la boutique, de mes designs et de moi debout fièrement avec mes enfants. Le titre disait « Tisser de nouveaux chemins ». Comment Noisette Whitaker a cousu le succès après le chagrin. La réponse était écrasante. Des femmes de tout le sud de la France ont écrit pour partager comment mon histoire les avait inspirées, comment elles aussi reconstruisaient leur vie après un divorce, un veuvage ou d'autres revers personnels. Beaucoup demandaient des conseils pour démarrer leurs propres entreprises. Ces lettres ont planté une autre graine dans mon esprit, une qui prendrait plusieurs années de plus pour germer pleinement. Les femmes avaient besoin de plus que de vêtements conçus pour leur rôle changeant. Elles avaient besoin de soutien, de conseils et de connaissances pratiques sur la navigation dans le monde des affaires. En 1980, j'ai pris un autre risque. J'ai converti l'appartement au-dessus de la boutique que nous utilisions pour le stockage en un espace de réunion appelé la salle de coupe. Là, 2 fois par mois, j'ai commencé à organiser des ateliers pour les femmes intéressées par l'entrepreneuriat. Nous couvrions des sujets comme obtenir des prêts, négocier avec les fournisseurs, les stratégies de marketing et équilibrer les affaires avec les responsabilités familiales. Le premier atelier avait seulement 8 participantes. Dans les 6 mois, nous avions une liste d'attente avec des femmes venant d'aussi loin qu'Arles et Nîmes pour participer. J'ai fait venir des conférencières comptables, avocates, professionnelles du marketing, toutes des femmes qui ouvraient leur propre voie dans des domaines traditionnellement masculins. Cette initiative s'est développée en un programme de mentorat formel où des femmes d'affaires établies, y compris moi-même, guidaient les nouvelles venues à travers leur première année d'opération. En 1985, nous avions aidé à lancer 27 entreprises appartenant à des femmes dans le nord du Gard, des boulangeries au service de comptabilité, en passant par une clinique de santé pour femmes. En regardant en arrière depuis où je suis maintenant, à 79 ans, je peux retracer la progression depuis ce jour dévastateur en 1973. Quand j'ai découvert la trahison de Jacques, jusqu'à la vie enrichissante que j'ai construite depuis la boutique, maintenant appelée simplement Noisette, est un pilier de la rue principale depuis plus de 4 décennies. J'ai réduit mon implication quotidienne avec Sarah prenant la plupart des responsabilités de gestion. Elle a sa propre vision pour l'avenir, intégrant les ventes en ligne et les designs contemporains, tout en maintenant notre engagement envers la qualité et le service personnel. David est devenu comptable et gère le côté financier de nos intérêts commerciaux diversifiés, qui inclut une petite usine de fabrication qui produit notre collection carrière signature pour des boutiques à travers le sud de la France. Ribezzo, ma cadette sensible, nous a tous surpris en obtenant un diplôme en droit
se spécialisant dans l'aide aux femmes pour naviguer dans le divorce et établir leurs propres entreprises. Quant à Jacques, nous avons finalement développé une relation civile pour le bien de nos enfants. Il est resté à Arles avec Valérie et leurs enfants. Maintenant, des visites régulières avec David. Sarah est ribezzo. Des années plus tard, il m'a dit que perdre notre famille était le plus grand regret de sa vie. Je le crois, mais j'ai aussi reconnu que sa trahison, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a poussée vers une vie plus authentique et épanouissante que celle que j'aurais pu vivre dans l'ombre confortable de sa protection. Les femmes qui viennent à mes ateliers demandent souvent si je suis en colère pour les années passées en tant que simple femme au foyer, avant d'être forcée de trouver mon propre chemin. Je leur dis non. Ces années m'ont donné mes enfants, m'ont appris à gérer une économie domestique et ont développé la patience et l'attention aux détails qui me serviraient bien plus tard dans les affaires. Ce que je regrette, c'est combien de temps il a fallu à notre société pour valoriser les contributions économiques des femmes, combien d'autres entrepreneuses potentielles, inventresses,